Bonsoir, Crime s'installe ce soir en Haute-Garonne. Bienvenue pour ce numéro de Crime. Nous sommes installés ce soir dans ce département du sud-ouest de la France, la Haute-Garonne, un département dont le tracé suit le cours de la Garonne, ce fleuve qui est derrière moi et qui entre en France au niveau de Fos. Nous allons vous raconter ce soir 3 histoires, 3 faits divers qui se sont déroulés en Haute-Garonne. Le 4 novembre 2012 à Toulouse, Marie rentre d'une soirée en discothèque. Au moment d'ouvrir la porte de son immeuble, un homme surgit de nulle part et lui fait des avances. La situation dégénère, l'inconnu se jette sur Marie et la roue de coups. La jeune femme s'évanouit et se réveille quelques heures plus tard dans une benne à ordures, profondément choquée. Alors, où se cache l'agresseur de Marie? Et surtout, ce prédateur en est-il à sa première victime? Découvrez cette passionnante enquête aux multiples rebondissements. J'ai bien vu dans son regard, c'était rempli de haine. Il m'a mis des coups de poing à la figure, il m'a éclaté le visage contre les barres de boîte aux lettres, contre le mur, ce qui a fait que je suis tombée dans les pommes une première fois. Le 27 février 2015, un père de famille arrive chez sa fille, Maureen, pour y passer le week-end. Il sonne plusieurs fois chez elle, mais personne ne répond. Inquiet, il décide de faire le tour de la résidence et de rentrer par la fenêtre ouverte. Et là, le choc est immense. L'homme découvre sa fille gisant dans une mare de sang. Son corps est lardé d'une 60aine de coups de couteau. Qui s'en est pris à Maureen, jeune femme brillante et ambitieuse, à qui l'avenir souriait? C'est l'incroyable énigme qui va planer pendant de longs mois sur la ville de Toulouse. Elle est porteuse de nombreuses plaies. Ses avant-bras, son tronc sont à l'évidence constellés de coups de couteau. C'est une scène d'une violence inouïe. Le 11 août 2014, une jeune femme se présente au commissariat du Mirail, à Toulouse. Elle s'appelle Edith. Elle vient signaler la disparition de son compagnon, Laurent, âgé de 37 ans. Cela fait maintenant 5 jours qu'elle est sans nouvelles de sa part. 3 mois s'écoulent sans que ce père de famille, a priori sans histoire, ne soit retrouvé. Mais très vite, les policiers vont avoir des doutes concernant Edith. Ses déclarations et son comportement la rendent suspecte. Alors, que cache la jeune femme? A-t-elle dit toute la vérité ou dissimule-t-elle un lourd secret? Si c'est un suicide, dans les semaines qui viennent, forcément, le corps va être retrouvé. S'il n'est pas retrouvé, là, c'est qu'il y a un souci. Crime est donc installé en Haute-Garonne et nous allons maintenant partir à quelques centaines de mètres d'ici, dans la ville de Toulouse. Nous sommes au mois de novembre 2012 et Marie a passé une soirée de fête. Elle doit dormir chez l'une de ses amies. Au moment où elle arrive au bas de son immeuble, un homme l'aborde. Il la drague de façon lourde. Marie refuse, il insiste et l'homme va la violer. Marie se réveille quelques heures plus tard. Elle comprend qu'elle a échappé à la mort. De leur côté, les enquêteurs vont découvrir rapidement que l'homme qui a attaqué Marie est un véritable prédateur sexuel. Alors qui est cet homme qui a commis plusieurs viols dans la ville? Voici ce document inédit pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire tragique de 7 jeunes femmes, toutes victimes d'un seul et même homme. Ou comment, pendant plusieurs mois, un violeur récidiviste a réussi à passer entre les mailles du filet de l'ensemble des forces de l'ordre. Je me suis réveillée dans une boîte toute noire, j'ai pensé que j'étais dans un coffre de voiture, parce que quand je me suis redressée, je me suis pris un truc sur la tête. J'ai bien vu dans son regard, c'était rempli de haine. Nous sommes dans le centre-ville de Toulouse, le long du canal de Brienne, là où les cours d'eau qui traversent la ville se rejoignent. Un lieu bucolique, idéal pour se balader et faire son footing matinal. Il y a des petits immeubles assez cossus, assez coquets. C'est très calme, c'est un quartier où les gens, les Toulousains, courent souvent le dimanche matin le long du canal, même s'il y en a davantage qui courent le long du canal du Midi. Mais c'est assez calme, c'est un beau quartier.
Le week-end du 4 novembre 2012, Marie, 25 ans, est descendue de Paris pour fêter l'anniversaire d'Aurélie, sa meilleure amie. Le samedi soir, la bande de copains a fait la fête jusqu'au petit matin dans une boîte toulousaine. Alors que le groupe d'amis se rejoint chez Aurélie pour un dernier verre, Marie, elle, fait un détour pour aider une amie à rentrer. Je raccompagnais une amie qui avait un peu bu et qui voulait conduire, voilà. Donc j'ai juste été sympa, voilà. Et donc je suis rentrée à pied après l'avoir déposée et lui avoir laissé sa voiture. J'ai téléphoné tout du long pour rassurer, j'avoue, plus les autres que moi-même. La jeune femme est toujours en ligne quand elle arrive à l'allée de Brienne, chez Aurélie. Je suis arrivée devant la porte, j'ai demandé à mon ami le code quoi, de la porte d'entrée parce que je me souvenais plus de ça. Et donc elle me l'a donné, j'ai dit bah ok, à tout de suite. J'arrive, je suis là dans 2 minutes. Marie raccroche. Mais alors qu'elle s'apprête à entrer dans l'immeuble, un jeune homme surgit derrière elle. Donc, il m'a demandé s'il pouvait dormir 1 heure dans le hall de l'immeuble. Moi je lui ai expliqué que c'était pas chez moi, que je voulais pas que mon ami ait de problème et que c'était juste pas possible et qu'il fallait qu'il rentre chez lui. Mais l'inconnu n'en reste pas là. Il devient insistant et tente une autre approche. Il m'a dit mais je suis tellement en galère, fais-moi un câlin, prends-moi dans tes bras. Je me suis dit non, merci. Malgré le refus de Marie, l'homme prend la jeune femme dans ses bras. La situation commence alors à sérieusement s'envenimer. Et je lui ai dit non mais maintenant c'est bon. Mais voilà, gentiment, fermement, mais gentiment. Et je lui ai juste mis la main là comme ça pour le repousser, mais sans le pousser, juste garder tes distances quoi. Et ben là ça lui a fait péter un câble. Donc il m'a mis des coups de poing à la figure, il m'a éclaté le visage contre les barres de boîte aux lettres, contre le mur, ce qui a fait que je suis tombée dans les pommes une première fois. Lorsqu'elle se réveille, Marie est au fond du hall de l'immeuble. Les mains de son agresseur serrent son cou. Elle vit l'horreur. Et ensuite, il a commencé à me violer. Voilà. Et il a continué à m'étrangler en même temps. Voilà. Ce qui fait que je suis de nouveau tombée dans les pommes. Alors, comment la jeune femme de 25 ans va-t-elle s'en sortir? À qui devra-t-elle son salut? Et qui se cache derrière son bourreau? À Toulouse, Marie, 25 ans, vient d'être victime d'un viol. Suite au coup qu'elle a reçu, la jeune femme a perdu connaissance. Je me suis réveillée dans une boîte toute noire. J'ai pensé que j'étais dans un coffre de voiture, parce que quand je me suis redressée, je me suis pris un truc sur la tête. Donc je pensais que c'était le coffre d'une voiture. Donc j'ai tapé de toutes mes forces. En fait, ça s'est ouvert. C'était un couvercle de conteneur à ordures. Marie réunit alors les forces qui lui restent pour sortir de ce cauchemar. Elle parvient quand même à monter, à regagner l'appartement de son ami dans les étages et qui lui ouvre et qui assiste à ce spectacle de désolation. Et c'est de là qu'elle a appelé donc la police. Les policiers de Toulouse arrivent sur place et recueillent le témoignage de Marie. Rapidement, elle est transportée à l'hôpital pour y être examinée et recevoir les soins post-viol. C'était très long du coup parce que j'avais pas dormi de la nuit. Forcément, j'ai pas dormi à l'hôpital malgré les calmants parce qu'un coup, on vient vous chercher pour un scanner des cordes vocales, ensuite pour vous expliquer qu'on va vous donner la trithérapie pour au cas où vous auriez attrapé le sida, vous donner la pilule du lendemain par précaution, vous voyez, ce genre de choses. Donc autant vous dire que vous n'êtes pas en train de vous reposer tranquillement. En sortant de l'hôpital dans la soirée, Marie doit alors se rendre au commissariat pour donner le signalement de son agresseur. J'ai fait un signalement plus que précis, parce que il s'avère que par hasard j'ai une bonne mémoire visuelle. Donc oui, j'ai pu donner tous les renseignements de ce qu'il m'avait dit exactement. C'est pas un clodo aviné qui fait peur, quoi. Non.
Il a la tronche de tous les gars de son âge, 21 ans, il est grand, il est un peu baraque, il a les yeux bleus, il présente bien. Parallèlement, la police scientifique est arrivée sur la scène de crime. Le local poubelle est gelé, le temps des constatations. Et très rapidement, eh bien, une empreinte papillaire et de l'ADN vont être retrouvées sur la porte du local à poubelle. Les policiers toulousains vont alors vérifier dans le fichier qui répertorie tous les ADN des criminels si l'auteur du viol de Marie est déjà fiché. Et il se trouve qu'elle va matcher avec un profil ADN, celui de Florian, qui avait déjà été répertorié dans le cadre d'une procédure précédente pour viol, classée sans suite à Pontivy, et c'est comme ça qu'on va faire le rapprochement. Alors, qui est cet homme? Que va révéler son casier judiciaire? Et surtout, les enquêteurs l'arrêteront-ils avant qu'il ne commette un nouveau crime? Au commissariat de Toulouse, 48 heures après l'agression de Marie, les enquêteurs ont mis la main sur un suspect. L'homme s'appelle Florian et est âgé de 21 ans. Originaire d'Ille-et-Vilaine, il était venu passer quelque temps chez sa mère, près de Toulouse. Les enquêteurs découvrent alors une histoire familiale compliquée. Un parcours personnel, familial un peu plus difficile, avec une séparation de ses parents qui manifestement l'a beaucoup marqué. Les relations avec ses parents et notamment sa mère sont assez difficiles et ont participé à ces difficultés de construction personnelle. Suite à cette séparation, les relations avec sa mère se dégradent. À partir de 10 ans, le jeune Florian va alors être élevé par ses grands-parents. Le grand-père est médecin, la grand-mère est infirmière en psychiatrie, donc quand même assez entouré et choyé, c'est-à-dire qu'on lui a beaucoup donné, d'autant que ses grands-parents étaient quand même attristés que sa mère ne s'en occupe plus. Et ils ont compensé beaucoup. On ne l'a pas trop contrarié dans son enfance, on l'a toujours plus ou moins laissé faire ce qu'il voulait. Et que donc le non, scolairement, je crois que c'est un peu le cas, le non, pour lui, ça n'existe pas. Ballotté entre des parents qui le rejettent et des grands-parents qui le couvent, Florian développe une personnalité narcissique. Il aime bien se montrer, il a toujours besoin d'être quand même en avant, d'être celui qui brille. Par la suite, il aime bien les grosses voitures. Une passion pour les cylindrés qui le poussera à en faire son métier. Le 8 novembre 2012, les enquêteurs de la police de Toulouse ont assez d'éléments pour cueillir le suspect. Et très rapidement, 3 jours et demi après, eh bien, ils mettent la main sur lui à Saint-Jean, une petite commune aux portes de Toulouse, où il est chez sa mère. Le jeune homme ne montre aucun signe d'opposition. Il est emmené à l'hôtel de police de Toulouse pour y être interrogé. Sur place, les enquêteurs lui demandent d'apporter des précisions sur les faits qui se sont déroulés au petit matin du 4 novembre 2012. Notre client indiquera que ce soir-là, il sortait de boîte de nuit, qu'en boîte de nuit, il avait fait la connaissance d'une jeune femme, une blonde, dira-t-il, avec laquelle il y avait eu quelques rapprochements. Il indique qu'il rentre chez lui parce qu'il ne se sentait pas très bien, il avait consommé beaucoup d'alcool. Sur le chemin du retour, Florian raconte avoir croisé la route de la jeune femme blonde rencontrée quelques heures auparavant. Il va l'aborder dans des conditions qui manifestement vont déclencher une certaine réaction de la part de cette jeune fille. Et à partir de là, il indiquera qu'il voit rouge. C'est comme ça qu'il l'expliquera. Et qu'il ne se souvient plus de tout très bien. En revanche, il est formel. Marie était consentante. Excédé par la mauvaise foi évidente du jeune homme, les enquêteurs lui rafraîchissent la mémoire en lui faisant prendre connaissance de la déposition de Marie. Florian passe alors à table.
Il va très rapidement quand même reconnaître que oui, effectivement, c'est bien lui ce soir-là qui a agressé cette jeune fille. Après, sur les conditions de l'agression et ce qu'il va véritablement se passer, il y a jusqu'à présent une contradiction, un peu de version entre ce que dit cette jeune fille et ce que dit Florian. Car si Florian reconnaît l'agression, il nie farouchement avoir voulu tuer Marie. À la fin de sa garde à vue, il est mis en examen pour viol et tentative de meurtre et est placé en détention à la maison d'arrêt de Seyss. Les enquêteurs s'intéressent, eux, au viol, pour lequel le jeune homme a déjà été fiché 7 mois plus tôt. Un viol classé sans suite à l'époque. Alors, pour quelle raison Florian n'a-t-il pas été condamné pour cette agression? Quel dysfonctionnement a eu lieu au sein de l'enquête pour en être arrivé à un nouveau drame? La police se trouve-t-elle face à un violeur récidiviste? À Toulouse, les enquêteurs se penchent sur le passé de Florian, et notamment sur cette plainte déposée 7 mois plus tôt et classée sans suite. Nous sommes le 19 avril 2012, près de Pontivy, dans le Morbihan. Claire, alors âgée de 17 ans, est en vacances chez sa grand-mère. En surfant sur Internet, elle fait la connaissance de Florian. Je l'ai d'abord rencontré sur un site en fait, de rencontres, tout simplement. Donc on chattait, on parlait un peu de ce qu'on faisait dans la vie, quoi, de ce qu'on aimait faire, de tout, de ses parents, on a discuté de pas mal de choses. Très vite, Florian lui propose de se voir. Claire accepte. Un rendez-vous est pris. Il a posé un rendez-vous, il vient chercher sa grand-mère en voiture. Et c'est là qu'elle a eu la première prise de contact avec lui. Et qu'il a, je lui disais, rassuré, parce qu'il présentait bien. Et... Je me suis pas posé de questions, il m'a pas fait peur, il m'a pas paru louche. Les deux jeunes gens se mettent alors en quête de trouver un coin tranquille, à l'abri des regards indiscrets. Il me parlait vraiment bien, il parlait de tout et de n'importe quoi, vraiment. On rigolait. Quand soudain, Florian se veut un peu trop entreprenant. D'un coup, il s'est rapproché de moi, il m'a plaqué contre le coin dans la voiture et il a voulu m'embrasser. Et du coup, moi, quand j'ai voulu refuser, il m'a dit non, si tu veux pas, c'est pas grave, quoi, je ferai pas. Le calme revient, mais Florian ne compte pas en rester là. Alors que Claire ne s'y attend pas, il se jette violemment sur elle. Il me bloquait les mains, de toute façon j'étais complètement tétanisée. À partir de ce moment-là, j'ai pris totalement peur. Il commençait à me toucher. Il a complètement changé, il a vrillé en 2 secondes, même pas. Et comme si de rien n'était, après l'avoir violée, Florian la raccompagne chez sa grand-mère. Sous le choc, l'adolescente trouve malgré tout la force de porter plainte à la gendarmerie. Grâce aux éléments qu'elle fournit, son agresseur est facilement localisé et entendu. Florian va tout à fait expliquer qu'il connaît cette jeune fille, que ce soir-là, il l'a rencontrée parce qu'un rendez-vous était fixé, et il va expliquer avoir eu une relation sexuelle avec elle, parfaitement consentie, dira-t-il, en tout cas de son point de vue à lui. Pourtant, quelques jours après les faits, Florian envoie des excuses à Claire pour ce qu'il lui a fait. Mais l'affaire en reste là. Il n'est pas inquiété. Alors que quand il m'avait envoyé les messages, donc après les faits, comme quoi il s'excusait, comme quoi pour me demandant si j'avais rien dit à personne, j'ai appelé la gendarmerie, je leur ai montré, ils m'ont même amené au commissariat avec eux, avec mon ordi portable pour pouvoir enregistrer la conversation et il n'y a rien eu de fait quand même, quoi. Alors, 7 mois plus tard, quand Claire apprend que son dossier est rouvert suite au viol de Marie à Toulouse, elle reprend espoir. Là, je dirais qu'elle a soufflé,
de savoir qu'il était enfin arrêté, poursuivi et qu'on allait cette fois l'entendre sérieusement et faire cas de son viol. À la brigade criminelle de Toulouse, les enquêteurs ont maintenant 2 viols commis par un même homme à 7 mois et 700 km d'intervalle. Une question se pose alors. Fort de ces 2 affaires, la police et la justice se demandent si, en effet, elle n'a pas affaire à un violeur en série qui aurait pu commettre beaucoup plus d'agressions. Que vont découvrir les enquêteurs en se plongeant dans le passé de Florian? Combien de femmes ont-elles été victimes de ces pulsions criminelles? Et comment expliquer de tels manquements dans l'enquête? Au commissariat central de Toulouse, afin de vérifier si Florian a fait d'autres victimes, les enquêteurs entrent son profil génétique dans un fichier qui répertorie les crimes répondant aux mêmes modes opératoires. Eh bien, ils vont se rendre compte qu'il y a 5 dossiers supplémentaires, donc 7 en tout, qui peuvent lui être reprochés. 5 autres victimes violées par le même homme entre décembre 2011 et novembre 2012 à Rennes, Niort et La Rochelle. Et toutes font le même portrait de leur agresseur. Il a un visage d'ange. Il a un beau visage, c'est un beau garçon. Et c'est un visage en plus vers lequel on a envie d'aller parce qu'il est un peu rond, il a des yeux bleus, il est charmeur. C'est vraiment quelqu'un qui, ne serait-ce que par sa posture physique, on a envie de lui faire confiance. Toutes ces victimes consentent à dire que non, c'était plutôt un bel homme, mais malheureusement un Dr Jekyll, Mr Hyde. C'est-à-dire que le beau gosse se transforme en diable dès qu'il tente de nouer une relation avec une fille. C'est ce que raconte Aline. Âgée de 20 ans au moment des faits, elle se sent particulièrement coupable d'avoir fait confiance à l'homme qui a détruit sa vie. C'était à Niort, en octobre 2012. Je l'ai rencontré à la patinoire, un samedi soir. Il a engagé de lui-même la conversation. Il avait l'air sympa, il connaissait des personnes, ça nous a mis en confiance. Florian et Aline échangent leurs numéros et se revoient le lendemain pour boire un verre en centre-ville. Ensuite, il m'a raccompagnée chez moi. Là, il a insisté pas mal pour boire un verre d'eau, soi-disant reprendre la route. Il a beaucoup insisté, j'ai fini par céder. Une fois chez elle, il s'installe pour discuter. Seulement là encore, le jeune homme de 21 ans va montrer son vrai visage. On parlait et d'un coup, oui, donc il a complètement changé d'attitude. C'est la comparaison d'un ange et d'un démon. C'était vraiment flagrant. Donc quand il m'a sauvagement saisi à la gorge, j'ai bien vu dans son regard, c'était vraiment noir et rempli de haine. Florian se jette alors sur Aline, l'étrangle et la viole. Après avoir commis l'irréparable, il retrouve son calme, comme par magie. Il s'excusait de m'avoir fait ça. Il m'a dit qu'il comprenait pas. Il pleurait, mais je suis pas sûre que c'était vraiment vrai. La peur au ventre, Aline décide de porter plainte quelques jours plus tard. Convoqué au commissariat de Niort, Florian ne se présente pas, prétendant ne rien avoir à se reprocher. Parole de l'un, contre-parole de l'autre, ou défaillance de la justice, malgré les multiples plaintes déposées, Florian n'a jamais été inquiété. Les plaintes ont été isolées dans les services de police des villes concernées, sans qu'il y ait de recoupement fait à aucun moment. Et c'est l'affaire de Marie qui était plus grave, puisque ça s'est fini en tentative de meurtre, qui fait que là, enfin, il y a eu
une recherche. Plus révoltant encore, parmi les affaires révélées, les enquêteurs toulousains découvrent que la 4e victime avait confié au policier chargé de l'affaire son sous-vêtement taché de sperme. Un élément déterminant qui ne sera jamais exploité. Moi, une des choses les plus difficiles de toute cette affaire, c'est d'avoir rencontré une des victimes, en l'occurrence celle de Rennes, et qui m'a demandé pardon. Vous vous rendez compte que c'est elle qui me demande pardon de n'avoir pas réussi à faire analyser sa culotte, sans quoi elle pense que je n'aurais pas été agressée. C'est une des choses les plus monstrueuses qui soit arrivée, pour moi. C'est un examen qui coûte 380 €. Alors évidemment, c'est un reproche que nie le parquet, mais finalement, les avocats et les parties civiles qui sont très proches du dossier, qui sont même dedans, eh bien, sont tous d'accord pour dire que oui, en effet, c'était le manque de moyens de la justice qui a empêché cet examen, alors que s'il avait été fait, eh bien, on aurait eu 3 victimes en moins. On aurait déjà attrapé Florian. Ces nouvelles victimes ont toutes reconnu leur agresseur, en la personne de Florian. Entendu au cours de l'instruction, le jeune homme de 21 ans continue de prétendre ne pas avoir contraint ses victimes à se soumettre à un acte sexuel. Alors, quelle sera son attitude au procès? Comment expliquera-t-il ses crimes? Et quelle sera la réaction des jeunes femmes à l'annonce du verdict? Le 8 juin 2015, s'ouvre le procès de Florian à la cour d'assises de Toulouse. Il comparaît pour 7 viols et une tentative de meurtre. Pour ces crimes, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Pendant les 5 jours d'audience, les jeunes femmes apparaissent soudées face à leur violeur. Ce qui a été très très fort, c'est qu'elles se sont pendant tout la durée du procès rapprochées et qu'elles se tenaient toutes la main les unes les autres. Et comme si elles devaient s'apporter à un moment donné chacune un petit peu de force pour pouvoir justement avoir le courage d'être confrontées à cet homme qui avait détruit leur vie. Les unes après les autres, les victimes se succèdent pour faire le récit du calvaire qu'elles ont vécu. Des témoignages qui bouleversent l'Assemblée. Je me souviens même d'une qui expliquait qu'elle cédait parce qu'elle voulait, parce qu'elle avait peur qu'il la défigure et elle voulait être belle dans son cercueil. Enfin, ça fait froid dans le dos quand on entend ça à l'audience. Dans le box des accusés, l'attitude de Florian dérange. Le jeune homme de 24 ans ne semble pas concerné par les faits. Il en avait strictement mais rien à faire de tout ce qui se passait dans la salle. Il se montrait mais détaché comme pas possible. Il ne regardait jamais. Une des premières phrases qu'il a dites, c'est qu'il était fatigué parce qu'il avait mal dormi dans les geôles du tribunal. Faut quand même se l'entendre, ça. Une nouvelle fois, comme lors de l'instruction, Florian tente de minimiser ses actes. Il a passé tout le procès à dire que, oui, il nous avait violés, je résume, mais qu'on était d'accord. Les experts psychiatres, appelés à la barre, expliquent que Florian a un problème de notion du consentement. Même à la barre, il a dit je me suis jamais posé la question du consentement. Il l'a dit clairement, comme ça, avec une indifférence, mais incroyable, quoi, franchement. On ne se retrouve pas à 21 ans, à 20 et quelques années, devant une cour d'assises pour y répondre de 7 crimes si c'est pas passé quelque chose. Soit vous êtes un malade mental, ce qu'il n'est pas, nous disent les experts, soit vous avez un problème dans votre construction, un problème profond. Un problème qui, comme c'est souvent le cas dans les affaires de viol, remonterait à l'enfance. Ce qui est ressorti, c'est qu'il regardait des films porno avec son petit frère, sa petite sœur à côté de lui,
est jeune, très jeune, et le père le savait, et ça avait l'air de choquer personne. Et c'est vrai qu'il avait cette vision-là de la sexualité qui était une vision un peu de consommation. Il dira même à un expert psychiatre, lorsqu'il a été examiné dans la prison, qu'un rapport sexuel avec de la violence, c'est tout à fait normal. Et il ne voit pas en quoi c'est choquant, il ne comprenait pas en quoi c'était choquant. Les experts psychiatres concluent alors que Florian est toujours aussi dangereux. Il a un tel détachement, une telle façon d'aborder les choses en décalage, que cet individu est très dangereux et que le risque de récidive est manifeste et très important. Au terme d'une semaine riche en émotions, les jurés condamnent Florian à une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Une maigre compensation pour les victimes. La peine prononcée, même si elle est énorme, et sur ce coup, j'ai envie de dire bravo et merci aux jurés. Ça change pas ce qu'on vous a fait. Ça n'enlève rien. L'accusé a fait immédiatement appel du jugement. Aujourd'hui, si aucune sanction ne ramènera leurs années perdues, les 7 jeunes femmes espèrent pouvoir se reconstruire. Même si le chemin s'annonce long et difficile. Tous les jours, on y pense de toute façon. Il n'y a pas une journée où on n'y pense pas, c'est pas possible. Ça fait 4 ans et c'est toujours pareil. Il m'a vraiment volé quelque chose cette nuit-là. Mais il m'a aussi vraiment tué comme une partie à l'intérieur de moi. Ça, je pourrais pas la récupérer. Mais pour le reste, après, il faut que j'apprenne à vivre avec. Crime est toujours installé en Haute-Garonne. Nous recevons maintenant Maître Reynaud Delage. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va dire tout d'abord un mot sur la Haute-Garonne qui pendant longtemps a été une zone verte, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire une zone de repli pour les criminels. Tout à fait. Toulouse a été de longue date effectivement un peu épargnée parce que on venait se mettre un petit peu au vert et la position géographique permettait d'être à l'intérieur des terres. Et ce qui a expliqué que pendant longtemps, Toulouse, la Haute-Garonne, a été un peu épargnée par une montée de la criminalité. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait moins de police, moins de gendarmes, moins de forces de l'ordre dans cette zone? Non, pas moins, mais on était plus tranquille peut-être. Et comme il y avait moins de criminalité, eh bien, on mobilisait moins d'efforts policiers, donc on était plus discret. Les gens venaient plutôt se réfugier dans le centre-ville ou autour, dans des zones plus rurales? Oh, c'était un peu les deux, on va dire, Toulouse ou l'agglomération environnante. Ce qui est assez étonnant dans ce que vous me dites, c'est que vous évoquez la frontière comme une raison de plus pour venir se réfugier par ici. Or, moi, j'aurais dit le contraire. J'aurais dit que la frontière, c'est une zone où il y a plus de trafic, plus de délinquance. Ah, les choses ont changé et c'est entièrement vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur un axe Maroc-Espagne, ouest de la France et remonté vers les Pays-Bas, en parallèle de ce que l'on peut connaître de l'axe rhodanien avec la Corse, Marseille, Lyon et Paris. Trafic de drogue essentiellement? Oui, beaucoup de résine de cannabis qui vient effectivement du Rif marocain. Et la drogue arrive ici, repart ensuite ou elle s'arrête ici? Les deux. Les deux, en fait, il y a des go-fast qui sont organisés. Il y a de la drogue qui peut stationner à Toulouse, être diffusée dans tout Midi-Pyrénées. Et puis ensuite, ça repart vers le nord. Est-ce qu'on est face à des réseaux qui sont très organisés ou ce sont plutôt des réseaux amateurs? Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, en 2016, on peut parler de réseau amateur. Je crois que c'est fini. L'amateurisme, on va dire, dans ce genre de trafic n'existe plus. Il y a quand même des réseaux structurés. Il y a quand même beaucoup d'argent à la clé, beaucoup trop même d'argent à la clé pour qu'on soit dans l'amateurisme total. Quand on regarde la carte de France des crimes et des délits qui ont été élucidés, on constate qu'il y a une forte progression ici, dans cette région. Pourquoi ? Alors, une forte progression, je crois qu'on peut peut-être le tempérer. Il y a, c'est vrai, un renforcement des services d'enquête qui a permis d'en élucider davantage. Il y a aussi une amélioration des preuves techniques et scientifiques.
l'ADN, la téléphonie, ce sont des éléments qui ont été développés, des moyens financiers ont été aussi donnés pour ce faire. C'est quelque chose qui a permis d'avancer positivement pour la justice et pour les forces de l'ordre. Crime est toujours installé en Haute-Garonne et nous allons maintenant vous raconter cette affaire qui s'est déroulée ici à Toulouse le 27 février 2015. Un père de famille se rend au domicile de sa fille avec qui il doit passer le week-end. Sa fille s'appelle Maureen, elle a 19 ans, mais en arrivant devant son domicile, le père va trouver porte close. Il décide alors de passer par la fenêtre du jardin, restée ouverte. Mais là, c'est une vision d'horreur qui s'offre à lui. Sa fille baigne dans une mare de sang, le corps lardé par une soixantaine de coups de couteau. Les policiers vont retrouver des traces ADN sur la scène de crime, des traces qui vont permettre de remonter à un homme, une connaissance de Maureen. Mais est-il vraiment son meurtrier? Voici ce document inédit pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le meurtre effroyable d'une jeune femme de 19 ans à qui tout souriait. Une scène de crime particulièrement sanglante qui va bouleverser les proches de la victime et poser beaucoup de questions aux enquêteurs. Elle est porteuse de nombreuses plaies. Ses avant-bras, son tronc sont à l'évidence constellés de coups de couteau. C'est une scène d'une violence inouïe. Nous sommes à Toulouse, en plein cœur du sud-ouest, à proximité de l'Espagne, celle que l'on appelle la ville rose est l'une des villes les plus ensoleillées de France. Toulouse, c'est le Capitole, c'est une ville étudiante, c'est près d'1 million d'habitants sur toute l'agglomération, mais c'est vrai que s'il y a autant de monde, c'est aussi parce qu'il y a l'un des plus grands constructeurs aéronautiques du monde. C'est dans ces hangars que travaille Maureen, une mécanicienne de 19 ans, originaire de Lyon. Ce vendredi 27 février 2015, ses parents et sa sœur cadette ont fait le trajet pour la voir. Depuis que Maureen a courageusement fait le choix d'aller s'installer à Toulouse à l'âge de 16 ans, c'est vrai que la famille vient lui rendre visite régulièrement en lui apportant les produits de la région, quelques éléments ménagers, du linge. Bref, on gâte la petite fille qui s'est éloignée du foyer. Après 5 heures de route, vers 23 heures, la petite famille se gare devant la résidence de Maureen, située dans le quartier des Minimes, un quartier résidentiel, moderne et paisible. Ils arrivent tous les trois assez contents finalement de retrouver leur fille ce soir-là. Ça fait un petit moment qu'ils ne l'avaient pas vue. Rodolphe, le père de famille, sonne plusieurs fois à l'interphone, mais personne ne répond. Il appelle alors Maureen sur son téléphone portable, mais là encore, aucune réponse. Les minutes s'écoulent, elle ne répond pas du tout aux appels qui sont lancés sur son téléphone et Rodolphe décide effectivement, parce qu'il en connaît le secret, d'utiliser une ruse qui consiste à contourner effectivement le petit appartement. Rodolphe passe par le portillon qui donne sur le jardin de Maureen. La baie vitrée est entrouverte. Ça ne l'étonne pas plus que ça, parce que Maureen, qui aime les animaux, a un chat et elle a pris pour habitude d'organiser de manière un peu improvisée l'ouverture de la baie vitrée et du volet pour constituer une chatière. Jusque-là, Rodolphe part du principe que ce qu'il voit est de l'ordre du normal. Rodolphe pénètre dans l'appartement de sa fille. C'est alors que le monde s'écroule sous ses pieds. Là, il tombe sur une scène absolument abominable. Il tombe sur sa fille en sang, gisant sur son lit, avec des traces de sang partout. C'est absolument effroyable pour un père de famille. Maureen est morte. Elle n'avait que 19 ans. Alors, que s'est-il passé cette nuit d'hiver 2015 au sein de la ville rose? Qui
a bien pu commettre ce crime barbare? Et pour quelle raison? À Toulouse, les forces de l'ordre contactées par le père de la victime viennent d'arriver sur les lieux du drame. L'officier de police judiciaire procède alors aux premières constatations sur la jeune femme de 19 ans. Il va constater qu'elle est habillée en pyjama. Il y a du sang absolument partout. C'est ça d'ailleurs qui est choquant. Elle est porteuse de nombreuses plaies. Ses avant-bras, son tronc sont à l'évidence constellés de coups de couteau. C'est une scène d'une violence inouïe. Sur la scène de crime, un objet peu commun va interpeller tout de suite les enquêteurs. On va trouver à proximité de la suppliciée une lampe de poche, assez caractéristique, noire, avec du caoutchouc. Il s'agit d'une lampe frontale. L'objet est placé sous scellé par une équipe de police scientifique appelée en renfort. Grâce au procédé de Blue Star, on s'est aperçu que beaucoup de choses avaient été nettoyées. Le lavabo, la salle de bain, la douche. Visiblement, le meurtrier a tenté de dissimuler des indices. Mais apparemment, un élément lui a échappé. Une serviette de bain, aussitôt prélevée par les experts. Une serviette qui est humide et sur laquelle donc il retrouve une trace de sang. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est du sang qui appartient à Maureen, qui est là, qui est ensanglanté juste à côté, ou est-ce que c'est du sang qui appartient au meurtrier? Tous ces éléments sont envoyés au laboratoire et le corps de Maureen est transporté à l'Institut médico-légal pour y être autopsié. Sur place, les enquêteurs interrogent alors le voisinage. Un témoin a peut-être entendu quelque chose durant la nuit. Les voisins n'ont entendu aucun bruit. Il n'y a eu aucun cri. Et ça, c'est vraiment quelque chose de surprenant étant donné la violence des coups portés. À la PJ de Toulouse, sans plus d'informations, les enquêteurs échafaudent alors un premier scénario. La première hypothèse, et qui serait plausible, vu que c'est un rez-de-chaussée dans Toulouse, ce serait totalement plausible aussi, ce serait celle d'un rôdeur, d'un inconnu qui serait passé par là. Les policiers s'intéressent alors à l'emploi du temps de Maureen. Ils apprennent par ses amis que la veille, le jeudi soir, elle est sortie dans un bar de Blagnac avec ses collègues. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a été raccompagnée vers minuit chez elle par un collègue de travail avec lequel elle avait passé la soirée. Donc on sait à peu près l'heure, c'était environ minuit. Et cet homme-là, en fait, a un alibi si solide qu'il a été très rapidement mis hors de cause. L'enquête est au point mort. Les policiers espèrent alors obtenir une piste grâce aux résultats de l'autopsie et des analyses ADN. Alors, qui est à l'origine de ce meurtre sordide? Pour quelle raison la jeune femme de 19 ans a-t-elle été tuée? Et que vont découvrir les enquêteurs en se penchant sur l'histoire de Maureen? Au commissariat de Toulouse, 3 jours après la découverte du corps, le rapport d'autopsie tombe. Si Maureen n'a pas été violée, elle a littéralement été massacrée. Cette jeune femme, qui était une jolie femme en pleine vie, va être découverte avec 67 coups de couteau, tous plus affreux les uns que les autres. Quand on dépasse un certain nombre de coups de couteau, c'est pas de la légitime défense. Enfin, à un moment donné, évidemment, oui, il y a une volonté de tuer qui est évidente. Ça veut dire qu'il y a un acharnement même. Et visiblement, la jeune femme de 19 ans ne s'est pas laissée faire. Maureen ne veut pas mourir, c'est-à-dire qu'elle oppose une résistance vaine, nous le savons, avec ses bras, ses mains, qui sont constellés de plaies, qui ont manifestement été provoquées par un couteau doté d'une lame puissante. Une lame de 15 cm qui interpelle les enquêteurs. Étant entendu que la lame du couteau était une lame
un peu spécialisée, un peu fine et un peu longue. Une lame qui pourrait correspondre à la lame d'un collectionneur de couteaux, par exemple. Dans les bureaux de la PJ, le profil du tueur se dessine. Pour la famille, déjà effondrée par la perte de Maureen, les révélations de l'autopsie sont une épreuve de plus. Dans cette affaire, il n'y a qu'un mort. Bien sûr, il n'y a qu'une victime. Mais il y a des morts vivants. Le papa, la maman, les sœurs sont des gens qui sont devenus également crucifiés. Rodolphe et Graziella ont élevé Maureen et ses deux sœurs avec amour. La jeune lyonnaise était une femme qui respirait la joie de vivre. Maureen, elle était pleine de vie. Elle était tout le temps en train de rigoler, elle était partante toujours pour faire des choses. Si elle pouvait faire quelque chose pour vous, elle le faisait. Voilà. Elle avait un fort caractère, mais toujours très gentille. Déjà, toute petite, à l'école, comme dans ses études supérieures, Maureen est une enfant qui faisait le bonheur de ses parents. Maureen, quand elle était petite, elle était mignonne comme tout. Elle était toujours souriante, toujours un bout en train. À l'école, ça marchait bien. Avec sa petite bouillonde, là, c'était... Ouais. C'était le top, quoi. Voilà. Dès l'adolescence, passionnée d'avions et de motos, Maureen construit son avenir. Un soir, elle est rentrée à la maison. Et elle m'a dit, je vais faire la mécanique. J'ai dit, file dans ta chambre, c'est bon. Pense à autre chose. Hein, ça. Après, elle est revenue à la charge en me disant, mais non, mais je veux faire de la mécanique sur les avions. Déterminée, la jeune fille s'inscrit au lycée aéronautique de Toulouse, à plus de 500 km de chez elle. Donc elle s'est inscrite à ce concours. Et comme il y avait beaucoup de monde qui participait, on disait, bon, peut-être elle ne va pas avoir beaucoup de chance de l'avoir. Et du coup, elle l'a eu. Et elle était dans les 50 premières, quoi. Donc on était contents d'un côté, mais de l'autre, on voyait qu'elle allait partir. Et ça nous brisait le cœur, quoi. À l'âge de 16 ans, Maureen quitte alors le cocon familial et s'installe dans un studio à Toulouse, à quelques mètres de son lycée. C'est ici qu'elle passera son bac et sera embauchée par le célèbre avionneur français Airbus. Au départ, elle est arrivée, elle était toute seule, elle ne connaissait personne, bien sûr, on ne connaissait personne sur Toulouse. Après, au fur et à mesure, elle s'est fait plein d'amis. Chez elle, il y avait toujours des amis qui venaient. Peut-être elle ne s'est pas s'y méfier des gens non plus. Alors, qui est responsable de cette tragédie? Et pourquoi un tel acharnement? Maureen a-t-elle été victime d'un rôdeur? Ou le meurtrier se cache-t-il dans l'entourage de la jeune femme? Deux mois après les faits, l'enquête piétine. C'est alors que les policiers reçoivent le coup de fil d'un journaliste. Un commentaire très étrange vient d'être posté sur le site du journal. On a l'habitude de lire des commentaires, mais là c'est vrai que je bloque, ça m'interpelle tout de suite, puisqu'il y a quelqu'un qui s'accuse du meurtre. La suite du texte, truffée de fautes d'orthographe, est effrayante. Le commentaire développe, elle m'a manqué de respect, je suis allé chez elle à 10h, elle m'a ouvert la porte. J'ai pris le couteau qu'il y avait dans la cuisine pendant qu'elle était dans la chambre, et de là, je l'ai poignardée. Une minute plus tard, un second commentaire est posté. L'internaute ajoute alors « Vous ne me retrouverez pas, je suis loin, déjà ». Il y a beaucoup de détails. Il y a une heure d'arrivée, il y a l'endroit où il a pris le couteau, il parle de la chambre dans laquelle on a retrouvé Maureen. Donc il y a un doute qui s'installe quand même. Grâce à l'adresse IP, les enquêteurs localisent très vite l'internaute. Et cette adresse IP, en fait, elle pointe à Rodez, dans l'Aveyron, donc à 150 km de Toulouse. Les enquêteurs de la police judiciaire décident d'intervenir dès le lendemain matin. À l'aube,
Il frappe au domicile du suspect. Les enquêteurs, une fois sur place, tombent sur un couple qui réside dans cet appartement, un couple de trentenaires qui habite donc dans une cité populaire de Rodez. Le couple est immédiatement placé en garde à vue. L'homme réfute toute accusation et ne semble pas comprendre pourquoi il se trouve là. Sa femme, elle, tient un tout autre discours. Devant les enquêteurs, la femme avoue rapidement être l'auteur de ce poste. Cependant, elle explique que c'est pour se venger de son compagnon avec qui elle s'est disputée la veille. Il s'agissait donc d'une dénonciation de crime imaginaire. Cette piste écartée, les enquêteurs s'appuient sur les résultats ADN qui viennent de tomber. On va trouver le même ADN sur la lampe de poche que sur la serviette et que sur la couette qui se trouvait sur le lit. 3 ADN constatés, 3 fois la même origine, 3 fois la même personne. Les enquêteurs consultent alors le fichier national des empreintes génétiques pour identifier cet individu. Mais il n'est pas répertorié. Les auditions continuent donc pour retrouver le propriétaire de cet ADN. On va entendre l'entourage immédiat selon la tactique bien connue de l'escargot, c'est-à-dire qu'on va tourner autour de la victime en interrogeant les plus proches, en s'éloignant un peu. Et coup de théâtre. Après 150 auditions, l'ADN d'un homme, que nous appellerons Stéphane, correspond à celui retrouvé sur la scène de crime. C'est un homme de 25 ans qui fait partie de l'entourage de Maureen. Alors, qui est ce fameux Stéphane? Pourquoi son ADN était-il sur les lieux du crime? Est-il l'auteur de ce meurtre barbare? Et si c'est le cas, pourquoi s'en est-il pris à son ami? Au commissariat de Toulouse, 4 mois après les faits, Stéphane est placé en garde à vue. Les enquêteurs l'interrogent sur sa relation avec la victime. Il n'en a pas parlé comme d'un ami qui parlerait d'une amie, en fait. Il emploiera des termes un peu durs pour critiquer sa façon d'être et sa façon de fonctionner. Il se permet de la juger. Le jeune homme de 25 ans ajoute que Maureen et lui travaillaient sur le même site, mais qu'ils ne se côtoyaient pas plus que ça. Ils vont lui dire quand est-ce que vous avez vu pour la dernière fois Maureen, et la réponse sera au mois de décembre, le crime ayant lieu fin février. Bon, très bien, les réponses sont adaptées jusqu'au moment où on lui dit « Et l'ADN, comment vous expliquez ?» Sous la pression de la preuve ADN, il va finalement révéler aux enquêteurs que si, quand même, il a bien couché avec Maureen. Ça s'est passé sur le mois de juillet et de décembre 2014. Donc il reconnaît qu'il est allé chez elle et même qu'il a passé une nuit chez elle. Les enquêteurs veulent alors connaître son alibi pour la nuit du meurtre. Ce qu'il raconte, c'est qu'il est sorti avec des amis, ils étaient plusieurs, ils sont allés dans un bar, ils ont passé une bonne soirée. Voilà, ils ont bu beaucoup de bière, si bien qu'ils ont terminé à 2h du matin, ivre. Il prend sa voiture et il se dirige vers le quartier du Mirail. Trop enivré pour conduire davantage, Stéphane décide alors de faire une pause sur un parking pour, dit-il, dormir un peu. À ce moment-là, il a éteint le téléphone jusqu'à 4h moins le quart, heure à laquelle il va appeler sa fiancée en lui disant « Bon, je me suis retardé, j'arrive ». Impossible donc pour les enquêteurs de géolocaliser Stéphane durant cette période qui pourrait correspondre à l'heure du crime. Plus étonnant encore, sa petite amie, également interrogée par les enquêteurs, leur révèle qu'en rentrant à 4h du matin, le jeune homme a lancé une machine à laver. Pour justifier cette machine à 4h du matin, Stéphane il dit qu'en fait il s'était renversé de la bière partout sur lui lors de cette soirée certainement trop arrosée et qu'il avait vraiment besoin de laver ses vêtements.
Enfin, Stéphane doit s'expliquer sur la présence de cette lampe frontale sur la scène de crime dont il avoue être le propriétaire. Là, il a des réponses très encombrées, pardon. Ah écoutez, il est possible qu'effectivement, d'habitude elle était dans ma voiture, je l'ai amenée pour lui prêter. À l'issue de la garde à vue, Stéphane est mis en examen pour homicide volontaire. Face à sa froideur, les enquêteurs veulent en savoir plus sur sa personnalité. C'est un enfant qui a grandi à Colomiers, dans une famille tout à fait classique. Donc vraiment, c'est une famille dans laquelle il a grandi sereinement et qui était absolument sans histoire jusque-là. Pour sa famille, c'est l'incompréhension. Ils en sont convaincus, Stéphane ne ferait de mal à personne. Sa famille le décrit comme quelqu'un de très introverti, certes, mais de absolument pas violent et surtout souriant, qui aime cuisiner pour ses amis. C'est un citoyen, un homme, qui travaille normalement, qui a des affections qui sont les affections de tout un chacun, qui a une relation amoureuse. Pourtant, en fouillant dans son histoire, les policiers toulousains vont déceler une facette plus sombre de sa personnalité. Les enquêteurs vont découvrir que d'abord il fréquentait régulièrement des prostituées et aussi qu'il était collectionneur de couteaux, mais vraiment grand fan de couteaux. Il aime les couteaux. Il en a beaucoup. On en retrouve plusieurs exemplaires lors de la perquisition chez lui. Alors, cet homme aux deux visages est-il un meurtrier pour autant? Et si c'est le cas, quel serait son mobile? Pour les enquêteurs, il reste encore de nombreuses zones d'ombre à éclaircir. À Toulouse, 8 mois après l'arrestation de Stéphane, l'instruction est toujours en cours. Chaque partie étoffe son dossier au vu du procès à venir. Les avocats de la famille de Maureen, eux, ont un élément de taille à leur actif. L'ADN du suspect sur les lieux du crime. Relever 3 fois l'ADN à 3 endroits différents, l'ADN qui correspond à la même personne, il est impossible qu'il y ait une erreur. Impossible. Pour les avocats de Stéphane, cet élément n'est pas irréfutable. L'ADN n'est pas la reine des preuves. C'est un élément imparfait et limité, puisque jusqu'à présent, on ne sait pas s'il est possible de discriminer si des empreintes sont mélangées, je mets le mot entre guillemets, si la contamination s'est faite avant, s'est faite après, s'est faite pendant. Selon la défense, l'ADN de Stéphane était sur la scène de crime depuis 3 mois déjà, à l'époque où leur client et la victime se fréquentaient. La partie civile s'insurge. Maureen ne lave pas sa couette, ne lave pas sa serviette et laisse traîner des lampes frontales dans son salon pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. C'est pas sérieux. La partie civile ajoute que le comportement de Stéphane cette nuit-là était plus que suspect. On peut raisonnablement penser que lorsque quelqu'un se précipite vers sa machine à laver à 4 h du matin, il a quelque chose à faire disparaître. Chacun peut imaginer que le drame a laissé des éclaboussures et que ces éclaboussures ont été vite effacées. Pourtant, les experts se sont penchés sur la présence éventuelle de sang sur les affaires de Stéphane, en vain. Les enquêteurs n'ont pas retrouvé du tout de traces de sang, ni dans sa voiture, ni sur ses chaussures, ni dans ses affaires. Et c'est quand même important parce que c'est rare. En général, on arrive toujours à retrouver une petite trace, même si c'est vrai que ça fait longtemps. Là, il n'y en a vraiment aucune. Toutes ces zones d'ombre, la famille de Maureen espère qu'elles seront éclaircies lors du procès à venir, même s'ils savent qu'elle ne reviendra jamais. De toute façon, toutes les lois du monde ne pourront pas faire revenir ma fille.
même s'il est condamné. Ses parents ne souffriront jamais autant qu'on souffre. Parce que lui, il est vivant et ma fille est morte. L'auteur, on l'a, on le tient, c'est lui. Il peut dire ce qu'il veut, il peut raconter ce qu'il veut, les faits sont accablants, c'est lui. Tant et si bien que ma détermination sera terrible. Je ne ferai aucun cadeau. La défense, elle, insiste sur le fait que, contrairement à l'attitude classique du coupable, Stéphane n'a jamais varié dans ses déclarations. Cet homme affirme qu'il est innocent. Que pour moi, il le fait de manière convaincante. Qu'il n'existe aucun hiatus entre son comportement et cette affirmation, ni aucun décalage entre sa personnalité et ce qu'il dit. Ça, je peux l'affirmer. Mais ce que j'affirme aussi, c'est qu'au jour où nous nous exprimons, il est présumé innocent. Plus d'1 an après la mort de Maureen, sa famille est toujours en deuil. Graziella pense tous les jours à sa fille, dont l'absence crée un vide difficile à combler. Je la garde dans ma tête, avec son sourire. De toute façon, elle est toujours avec moi. Je la sens toujours auprès de moi. Je l'aimais tellement, cette gamine. J'aimais tellement ma fille. Crime est toujours installé en Haute-Garonne et pendant la diffusion de ce reportage, maître Nicolas Reynaud-Delage est resté avec nous. Je voudrais qu'on dise un mot sur la cour d'assises, sur ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans la cour d'assises ici en Haute-Garonne. Beaucoup de vols, de viols, je crois. Alors c'est vrai que les crimes les plus souvent évoqués en Haute-Garonne, en Midi-Pyrénées, enfin dans le ressort de la cour d'appel de Toulouse, c'est les crimes à connotation sexuelle, beaucoup de viols, c'est la majorité. Néanmoins, il y a les crimes de sang qui ont une part non négligeable. C'est chaque année une trentaine de cas qui sont référencés à Toulouse. Pour quelles raisons il y a beaucoup de crimes sexuels ici? C'est une ville jeune, c'est une ville festive, on peut penser que c'est lié ou pas? Je crois que c'est d'abord, il faut savoir qu'en France, c'est le pays européen qui réprime le plus ce genre d'infraction. Je ne suis pas certain que ce soit plus qu'ailleurs. Néanmoins, effectivement, Toulouse est une ville estudiantine. Il y a plus de 100 000 étudiants et ce qui peut donner effectivement lieu à ce genre d'infraction plus facilement peut-être qu'ailleurs. Beaucoup de fêtes, beaucoup d'alcool, je l'ai dit. Est-ce que ça veut dire également qu'il y a beaucoup de délinquance nocturne? C'est une évidence. Il y a une heure à partir de laquelle on peut dire la fête n'est plus la fête. Il y a un horaire où... 3-4 heures du matin dans ces eaux-là? Oui, voilà, c'est à peu près l'heure où la fermeture des bars aussi, où c'est le moment où les choses peuvent déraper. Il y a effectivement ce mélange de population, cette mixité qui se fait très bien, mais l'alcool aidant, la fatigue se faisant voir, et puis eh bien, je veux dire, les plus raisonnables sont partis plus tôt, restent ceux qui le sont beaucoup moins et qui n'ont peut-être plus les mêmes limites que ceux qui sont déjà partis. Pourtant, c'est une vraie force pour cette ville, pour cette région, d'avoir autant de jeunes par ici. Ah, tout à fait, mais ça n'occulte pas le fait que la majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité de la jeunesse toulousaine ou estudiantine est un dynamisme très fort pour la région, pour cette ville, et qui fait battre le cœur de Toulouse de façon positive. C'est une ville que vous connaissez bien, vous l'avez dit en préparant l'émission, vous me disiez que vous êtes arrivé à l'âge de 17 ans ici. Est-ce que vous avez vu une évolution de la criminalité pendant toutes ces années? Oui, c'est vrai. Il y a une évolution, et celle qui est la plus frappante, c'est que depuis au moins 10 ans, on voit une augmentation de la violence sous toutes ses formes. Ce qui pouvait être un vol de téléphone, de portable, n'était rarement accompagné de violence, et maintenant c'est quasi systématique. On voit l'augmentation de la violence sous toutes ses formes, et c'est quelque chose qui est une marque de ces dernières années qui est assez importante. Crime est toujours installé en Haute-Garonne et nous allons maintenant vous raconter l'histoire d'Edith. Durant l'été 2014, elle se présente à Toulouse au commissariat. Elle vient signaler la disparition de Laurent, son compagnon. Rapidement, une enquête est ouverte et les policiers vont découvrir que Laurent est parti sans sa carte de crédit et sans son téléphone.
Du coup, les policiers vont organiser une perquisition au domicile d'Edith et là, ils vont découvrir le corps de Laurent sous une épaisse couche de ciment dans le grenier. Alors, Edith a-t-elle tué Laurent? Est-elle impliquée dans ce meurtre? Voici ces documents inédits pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir la mystérieuse disparition de Laurent, un Toulousain de 37 ans. Une enquête qui va mobiliser tous les services de police de la ville et faire basculer la vie de toute une famille. Si c'est un suicide, dans les semaines qui viennent, forcément, le corps va être retrouvé. S'il n'est pas retrouvé, là, c'est qu'il y a un souci. Nous sommes à Toulouse, chef-lieu du département de la Haute-Garonne. Avec ses 458 000 habitants, la ville est la 4e de France. Au sud de la bien nommée Ville Rose se trouve le quartier Saint-Simon. Un quartier qui est bien fréquenté avec de jolies villas. C'est un quartier où se sont installées des populations, certaines aisées, d'autres classes moyennes. C'est la banlieue toulousaine, et la banlieue toulousaine, quand on dit banlieue toulousaine, ça veut dire tranquille. Nous sommes le lundi 11 août 2014. Il est 10h30. La police du commissariat du Mirail à Toulouse voit entrer une jeune femme. Visiblement, elle a l'air inquiète. Elle se présente, elle se prénomme Edith, et elle déclare que son conjoint a disparu depuis 4-5 jours. La jeune femme de 27 ans a vu Laurent, son compagnon, pour la dernière fois le 6 août au matin. Edith raconte aux policiers que la veille, ils s'étaient disputés. Le couple avait alors passé la nuit séparément. Le lendemain matin, Laurent est sur le canapé, il dort, elle emmène les enfants au centre aéré, et quand elle rentre, Laurent a disparu, il est parti. Edith indique aux officiers de police qu'elle était persuadée que Laurent, âgé de 37 ans, allait revenir. Elle précise que Laurent est parti sans ses clés, sans ses papiers. Le téléphone portable de Laurent n'a pas bougé, il est toujours dans la maison. Mais près d'une semaine est passée et la jeune femme n'a toujours aucune nouvelle de son compagnon. Désemparée, elle ne sait plus quoi faire, ni quoi penser. Ça ne lui ressemble pas du tout. Laurent n'avait pas l'habitude de disparaître comme ça plusieurs jours. Alors, pourquoi ce père de famille aurait-il soudainement quitté le domicile familial sans explication? Laurent est-il parti volontairement? Ou son absence est-elle la conséquence d'un événement plus grave? Au commissariat du Mirail, suite à la déclaration de la jeune femme de 27 ans, les policiers commencent leurs premières investigations. Donc les policiers vont prendre très au sérieux cette disparition inquiétante. Ils font une enquête de voisinage pour savoir s'il y avait des soucis, si quelqu'un l'a vu partir. La police diffuse également un appel à témoins dans les hôpitaux, mais aussi dans les morgues de la région pour vérifier si Laurent aurait été enregistré. En vain. Ils vont alors essayer de trouver des réponses à cette étrange disparition en s'intéressant au profil de ce Toulousain. C'est quelqu'un de, on va dire, plutôt habituel. Alors bon, il travaille sans travailler, des périodes de chômage. Il s'occupe de ses enfants, il est intégré dans sa famille. Il s'occupe du club de foot local, il est entraîneur, notamment d'un de ses fils. Tout se passe bien, tout a l'air normal. Pourtant, les enquêteurs vont découvrir dans son passé une autre facette de sa personnalité. Car Laurent est déjà connu dans leurs fichiers. Son casier judiciaire mentionne quelques petits trafics pour lesquels il a été condamné il y a une quinzaine d'années. Un casier judiciaire, c'est toujours intéressant pour les policiers d'avoir ça dans un dossier puisque ça leur donne éventuellement une piste. Sa disparition peut être liée à son casier et donc peut-être à un trafic dans lequel il serait retombé.
Tandis que l'enquête de police se poursuit, de leur côté, les parents de Laurent ont du mal à croire que leur fils ait pu disparaître sans laisser de traces. Ils mettent alors tout en œuvre pour le retrouver. Là, la famille fait tout, mais vraiment tout ce qui est possible. Il va y avoir des avis de recherche, elle va solliciter les médias locaux, il va y avoir, je crois, plusieurs articles même, photos. On cherche de tous les côtés. Mais malgré toute l'énergie déployée, 3 semaines après la disparition de Laurent, ni la famille, ni la police n'ont découvert le moindre indice. Les enquêteurs ont envisagé toutes les pistes, y compris celle d'une fuite volontaire, d'un départ volontaire, mais ça ne collait pas à l'image qui avait été faite de Laurent et à sa personnalité. Laurent n'aurait jamais abandonné sa famille, ça ne correspondait pas à son caractère. D'autant plus que les enquêteurs ne détectent aucun mouvement sur son compte bancaire. Alors, Laurent aurait-il subitement mis fin à ses jours ? Si c'est un suicide, dans les semaines qui viennent, forcément, le corps va être retrouvé. S'il n'est pas retrouvé, là, c'est qu'il y a un souci. Alors, que lui est-il réellement arrivé ? A-t-il été victime d'un homicide ? Et si c'est le cas, pour quelle raison ? Au commissariat central de Toulouse, les enquêteurs s'interrogent sur la disparition de Laurent. Après plus d'1 mois, le père de famille, âgé de 37 ans, n'a donné aucun signe de vie. Les policiers vont alors s'intéresser à son couple. C'est 10 ans plus tôt que Laurent et Edith se sont rencontrés par l'intermédiaire du frère de la jeune femme. Elle a alors 17 ans, lui en a 27. Laurent, je l'ai connu par rapport à une bande de copains. Et puis en fait, Edith sortait avec moi et ils se sont rencontrés comme ça. Ils s'étaient vus 1 ou 2 fois et puis voilà, après ils se sont fait connaissance et voilà, ils se sont mis ensemble. Elle est tombée, je crois, même pas 6 mois après, enceinte. De leur union naîtront 2 autres enfants. La famille s'installe alors dans un quartier de la banlieue toulousaine. Laurent et Edith vivent à Toulouse, dans le quartier de Saint-Simon. Un pavillon rose, comme la ville rose. C'est une maison de maçon qu'Edith a récupérée de son grand-père. Visiblement, rien dans l'histoire de ce couple ne permet aux enquêteurs de tirer des conclusions sur la disparition du père de famille. De leur côté, les proches de Laurent remarquent qu'Edith a un comportement étrange ces derniers temps. On va se dire quand même, c'est bizarre. Elle reste en retrait, nous on fait tout, on voit l'avocat à plusieurs reprises, elle ne viendra jamais. Elle ne va pas s'inquiéter directement du sort de Laurent, mais elle va s'inquiéter du suivi judiciaire. C'est quand même le père de ses enfants qui disparaît, donc on s'attend à avoir la principale concernée, l'épouse, la mère des enfants, venir et tout remuer ciel et terre, comme le fait la famille. Les enquêteurs commencent également à avoir des doutes sur les déclarations de la jeune femme. En auditionnant les parents de Laurent, ils vont découvrir qu'Edith tient un double discours à propos de sa disparition. Et là, ils vont apprendre que la version que Edith a donnée aux parents de Laurent n'est pas la même que celle qu'elle leur a fournie. Ils s'aperçoivent que Edith leur a dit qu'il était parti avec des amis trafiquants, faire un go-fast en Espagne. Les enquêteurs se disent c'est curieux, elle nous en a pas parlé, elle vient nous faire une déclaration inquiétante alors qu'à la famille, elle leur propose d'autres pistes. Il y a quelque chose qui cloche. Immédiatement, les enquêteurs se renseignent sur le go-fast auquel aurait participé Laurent. Mais aucun événement de ce genre n'a été signalé à cette époque en terre espagnole. Ils vont la reconvoquer, lui demander si elle avait autre chose à rajouter, et Edith va dire que non. Edith maintient sa version. Elle est formelle, elle ne sait pas où est Laurent. C'est alors qu'une information surprenante va donner une toute autre tournure à l'affaire. Les enquêteurs vont avoir un témoignage important de quelqu'un qui leur révèle qu'Edith a un amant. La police
envisage alors le scénario d'un crime passionnel. Laurent serait-il devenu un mari gênant? Edith aurait-elle décidé de l'éliminer? Mais de quelle manière? Pour la première fois, les enquêteurs pensent tenir une piste et peut-être même un suspect. Au commissariat de Toulouse, l'amant d'Edith est entendu par les enquêteurs. Les deux jeunes gens se voyaient en cachette depuis plusieurs mois. Lui explique qu'il n'a absolument rien à voir dans cette histoire-là, que d'ailleurs, plusieurs jours avant les faits, Edith et lui avaient cessé tout contact. La piste de l'amant est donc mise de côté pour le moment. Son témoignage apporte toutefois un élément supplémentaire aux enquêteurs. Edith leur ment. Ils vont vite comprendre que Edith ne dit pas tout, qu'elle sait manifestement davantage que ce qu'elle a bien voulu leur livrer. Les enquêteurs ont la certitude maintenant que ce n'est pas une disparition inquiétante et que ce qui est inquiétant, c'est peut-être ce qu'a pu faire Edith. Des versions divergentes, un comportement étrange, la piste d'un amant. Il n'en faut pas plus aux policiers pour demander une autorisation de perquisitionner le domicile du couple. Le 20 novembre 2014, plus de 3 mois après la disparition de Laurent, le juge d'instruction donne son accord pour perquisitionner la maison. Ils tentent peut-être un coup, ils vont venir voir, ils se montrent un peu plus pressants vis-à-vis de l'épouse. En présence de la jeune femme, les policiers inspectent minutieusement chaque pièce. Donc on fouille la maison, on commence à lui poser des questions plus précises, elle est déstabilisée. Et lorsque les enquêteurs entrent dans le salon, les événements vont se précipiter. Edith va avoir un comportement un peu étrange, elle va prendre une des policières qui est là à part. On va rapidement comprendre qu'il se passe quelque chose. Edith conduit la policière dans la chambre à coucher et lui fait une révélation. Maintenant, je vais tout vous dire. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que j'ai fait. Elle craque et elle lui avoue « J'ai tué Laurent ». Et elle s'effondre en pleurs. Edith leur indique alors une trappe située sur un des plafonds de la maison. Les enquêteurs montent au grenier par cette petite trappe. Ils font céder la chape de ciment assez facilement à coups de maillet. Elle n'est pas très épaisse. Et ils trouvent le corps de Laurent. Sous un amas de sacs poubelles et de ciment, les enquêteurs découvrent un corps en putréfaction. Laurent se trouvait là depuis 3 mois. Son corps est transporté à l'Institut médico-légal de Toulouse pour y être autopsié. Edith, elle, est immédiatement placée en garde à vue. Alors, comment la jeune femme va-t-elle expliquer son geste? Pourquoi a-t-elle voulu éliminer Laurent? Au commissariat de Toulouse, la jeune femme en garde à vue raconte que depuis des années, son conjoint lui faisait vivre l'enfer. Et cette nuit d'août 2014, alors qu'Edith est au lit, une nouvelle dispute éclate. Laurent est ivre, comme ça lui arrive régulièrement, il est agressif. Il attrape le fusil qui se trouve dans la chambre, au-dessus de l'armoire, et puis il va commencer à menacer Edith. Et là, ce sont des menaces, ce sont des brimades. Elle a un réflexe qui est terrible et qu'elle indique avoir pris l'habitude d'adopter depuis de nombreuses années, c'est que quand ça chauffe trop à l'étage, pour ne pas réveiller les enfants, elle descend pour recevoir une correction. Laurent la bouscule, les insultes fusent. Arrivé au salon, il s'allonge dans le canapé, le fusil à la main. Edith nous livre que c'est à ce moment-là qu'il choisit de saisir l'arme qu'il tenait pour se la poser au niveau de la tempe. Tu vois, tu n'es même pas capable de tirer. Edith raconte alors avoir tenté de s'emparer de l'arme.
Et c'est à ce moment que le coup est parti. La jeune femme doit rapidement trouver une solution. Le jour va bientôt se lever et les enfants vont se réveiller. Elle décide d'installer Laurent sur le canapé, de mettre une couverture sur lui comme s'il dormait. Quelques heures plus tard, donc, quand les enfants se réveillent, elle doit les emmener au centre aéré. Elle leur explique que papa dort, qu'il est fatigué, qu'il ne faut pas réveiller, qu'il ne faut pas faire de bruit. Elle emmène les enfants au centre aéré. Et quand elle rentre, elle va s'occuper du corps. Il aurait mieux valu pour elle qu'elle appelle à cet instant les forces de l'ordre, en disant voilà, l'irréparable s'est commis, Laurent, mon compagnon, est manifestement mort des suites d'un coup de feu reçu dans la tête. Elle ne le fera pas. Edith dit avoir entreposé le corps sous l'abri, situé au fond de leur jardin. Mais quelques jours plus tard, de peur que les voisins ne le voient, elle décide de le déplacer à nouveau. Elle montera le corps en 2 étapes, d'abord au premier étage, puis au grenier. Elle trouve sur place quelques ustensiles, je pense notamment à des bâches plastiques, des poches, du sparadrap qui serviront à entourer effectivement la dépouille. Elle dit qu'elle va trouver tout ce qu'il faut dans le garage puisqu'il y a du ciment. Lorsque le ciment manquera, il y aura du plâtre de réagréage. Bref, elle prend tout ce qui lui tombe sur la main, elle en assure le transport jusqu'à l'étage et parce qu'elle sait bricoler, elle va aller réaliser une chape qui est destinée à dissimuler le corps. Suite à ces aveux tragiques, Edith explique aux policiers que ce soir-là, c'était la fois de trop. Ces révélations vont nous permettre effectivement de comprendre qu'elle a enduré véritablement les volontés tyranniques, dictatoriales de son compagnon. Voilà. Edith a vécu un enfer quotidien. Edith va expliquer que Laurent était alcoolique depuis des années, qu'elle était humiliée, frappée quasi quotidiennement par Laurent, tout du moins lorsqu'il avait ces crises assez fréquentes. Donc elle explique que c'était un véritable tyran domestique. La jeune femme raconte un événement au cours duquel Laurent avait notamment menacé de la tuer. Edith raconte une des dernières scènes de violence qui a eu lieu environ 1 mois avant les faits. Laurent est ivre, il entre dans la chambre avec le fameux fusil et il tire dans le lit alors qu'Edith s'y trouve. Effectivement, les enquêteurs retrouveront une balle fichée dans le matelas de la chambre conjugale. Fort heureusement, il ne l'a pas atteinte, mais la balle a pénétré. Et c'est la balle de la carabine, ça a été analysé. Donc c'est une violence quand même très dure, exacerbée. En apprenant les confessions d'Edith, les parents de Laurent tombent des nues. Ça choque tout le monde, quoi. Ça a touché ma famille, mon cher, c'est bon. On ne pense pas à des trucs comme ça, quoi. Tout ce qui s'est passé, quoi, on ne savait pas, quoi. Après, c'est clair que bon, c'est vrai que quand on l'a envoyée, elle avait perdu un peu de poids et tout ça, mais bon, on ne faisait pas trop attention, quoi. C'est ça le problème. On ne s'imaginait pas tout ça, quoi. Si on avait su, si on avait compris que notre fils était aussi abominable, on aurait réagi. Ça, c'est la première réaction. Et puis la deuxième, c'est de se dire, oui, mais quand même, comment est-ce que c'est possible tout ça? C'est extraordinaire qu'on ne l'ait pas su, qu'on ne l'ait pas vu en 10 ans. C'est extraordinaire de se comporter comme ça, de cacher le cadavre, de vivre avec les enfants et le corps à l'étage. Enfin, c'est pas banal. À un moment donné, il y a tellement de questions et pas de réponses que on commence bien à douter. Alors, Edith est-elle réellement une femme battue qui a voulu se faire justice elle-même? S'agit-il d'un accident ou d'une froide exécution? À Toulouse, 3 mois après les faits, les juges d'instruction ont désormais la lourde tâche de comprendre les motivations du geste d'Edith. Le rapport balistique, lui, laisse ouvertes les hypothèses de l'accident et du meurtre. Le légiste ne peut pas faire la différence
entre un monsieur qui se dispute violemment avec son épouse, mais qui est allongé sur le canapé, et qui reçoit à ce moment-là un coup de feu de l'épouse qui se dispute et qui accidentellement appuie sur la gâchette. Avec une autre hypothèse, vous avez un monsieur qui dort et une épouse qui vient, qui lui pose le canon sur la tempe et qui tire. Ça, le légiste, il ne peut pas le voir. Afin de savoir si Edith avait un intérêt à tuer Laurent, les enquêteurs creusent la version de la femme battue. Les 3 enfants du couple étaient en bas âge. Ils interrogent alors Hugo, 15 ans, le fils de Laurent, né d'une précédente union. Hugo, qui a eu l'occasion à plusieurs reprises d'aller passer des week-ends et des vacances chez son père en présence d'Edith, n'a rien remarqué d'anormal dans le comportement de son père, dans celui d'Edith. Pour lui, il s'agissait d'une relation normale. Il n'a jamais été témoin direct ou indirect de violence de la part de son père à l'endroit d'Edith. Il n'y croit pas une seconde. Pourtant, une proche d'Edith est formelle. Elle a bien constaté des traces de coups sur le corps de la jeune femme. Parmi les éléments qui vont dans le sens des dires d'Edith, il y a cette collègue de travail qui explique aux enquêteurs qu'effectivement, à quelques reprises, elle a vu Edith marquée de bleu, d'ecchymose, dont elle taisait la cause. Alors, qui croire? Car Edith n'a jamais signalé ses violences à la police. Il n'y a pas de plainte, elle n'a jamais déposé de main courante, jamais de plainte vis-à-vis de Laurent pour ses violences. Donc les enquêteurs se posent la question à savoir si elle leur dit la vérité et que c'était par peur de la réaction de Laurent qu'elle n'a pas porté plainte ou déposé une main courante, ou si au contraire c'est une manipulation de sa part et qu'elle n'a jamais vécu de violence de la part de Laurent. C'était une femme qui était soumise jusqu'à qu'elle soit complètement bousillée par ce rapport de force, et elle passait pas son temps à aller dans les commissariats. La défense oscille entre accident et légitime défense. Mais pour les parties civiles, le mobile réside ailleurs. Edith aspirait à une autre vie. Le mobile qui paraît pour eux le plus évident, c'est que Laurent serait devenu un homme gênant et que peut-être Edith avait d'autres ambitions, d'une vie différente avec son amant, et qu'il fallait se débarrasser de ce mari encombrant. Les enquêteurs s'interrogent alors sur la possibilité de hisser seul un corps inerte jusqu'au grenier. Edith aurait-elle fait appel à son amant ou à un autre complice? Si un jour votre sœur ou votre fille vous sollicite pour vous révéler qu'elle a donné la mort à son compagnon, je ne crois pas que vous la conseillez en lui indiquant que le grenier situé à l'étage est la meilleure des planques pour y enfouir effectivement un cadavre. Soyons sérieux. L'instruction, toujours en cours, n'a pas fini de démêler le vrai du faux. Pauvre dame, quasiment victime, peut-être totalement irresponsable de la mort de son mari, ou monstre abominable, capable des pires choses. Il va falloir trancher à un moment donné. Et les deux hypothèses, encore aujourd'hui, 1 an et demi après l'ouverture de l'information, elles sont présentes. Victime ou manipulatrice, ce sera aux jurés de la cour d'assises de Toulouse de décider du sort d'Edith, qui reste, jusqu'alors, présumée innocente. À Toulouse, 1 an et demi après les faits, les 3 enfants d'Edith et Laurent, âgés de 8, 9 et 10 ans, tentent de reprendre une vie normale, malgré la tempête qui les traverse. C'est Jocelyn, le frère d'Edith, qui a obtenu leur garde en attendant le procès. Comme j'ai pas envie de revenir de mauvais souvenirs et tout ça, c'est plutôt, voilà, on essaye de voir ce qui va se passer pour le futur, pour le procès, pour les enfants surtout. On essaie de s'occuper beaucoup des enfants, mais après, vraiment de parler de Laurent et tout ça, non, on n'en parle pas.